c'est ça, on y est. L'esquimau, cornu, me regarde d'un œil rond, puis éclate de rire comme pour me dire « Et pas des nôtres, et pourtant il parle, il m'a reconnu comme sorcier, ça se tord de rire. » Le gars reprend son sérieux et pointe du doigt la statuette de femme sculptée dans l'omoplate d'un animal. Il aboie quelque chose. Je secoue la tête. Je lève les mains. Que veut-il? Le sorcier vient à moi et me met à genoux devant son idole de païen. Le feu d'herbe me pique les yeux. C'est une femme avec des algues à la place des cheveux et l'air hautain d'une lady qui fait l'aumône aux pauvres. Le sorcier insiste. C'est en pensant à une grande dame à l'église que je finis par deviner son baragouin. Voilà ma déesse, tu comprends ma langue? As-tu les mêmes dieux? Si je connais le nom de la déesse, je vais à la conversation indiquée par son initiale. Sinon, je sens quelque chose de dur et chaud contre ma peau, là où une plaie commence à saigner sur mon tricot. Voilà. Donc on a le choix entre trouver le nom de la déesse, mais alors j'ai aucune idée de comment tu la trouves. Hein. Et on va pas se mentir que si on trouve pas le nom de la déesse, ça se passe vraiment pas bien. Voilà. Mais la déesse, pour moi, on n'a aucun indice. Donc, je... Alors, moi, je crois que j'ai vu ce que c'était, mais... Je crois que j'ai vu le nom de la déesse, mais je vois pas trop comment on peut la voir. La déesse mère, peut-être. Ce qu'on sait, c'est que c'est une femme avec des algues à la place des cheveux et l'air hautain d'une lady qui fait l'aumône aux pauvres. Alors peut-être que c'est d'une vraie légende ou un vrai truc. Je ne sais pas. Ah oui, et l'autre énigme que j'avais posée, c'était juste on l'avait considéré comme faite, mais on l'avait pas fait. Voilà. Donc là, on cherche. Je sais pas. Peut-être que sur internet, si on tape déesse cheveux d'algues, bon, même si sur le principe, on peut pas trop le faire là, mais. Après, si on le sait pas, on peut aller faire l'autre conversation. Hein. C'est pas horrible. C'est juste pas ouf, mais c'est pas horrible. De toute façon, on en a aucune idée, on est d'accord. Bon, de toute façon, on la connaît pas, on la connaît pas, on va pas l'inventer. Hein. L'homme se frappe le fond en gémissant. J'arrive point à dire ce qu'il met dans un état pareil. La pierre noire sortie de ma poche ou les signes de la mort blanche sur ma peau. Il tire de sa ceinture une poignée d'herbe qu'il jette sur le brasier. Le sorcier fait un geste énergique, puis mime un poisson bouche ouverte comme pour ordonner « Respire ». C'est comme de renifler une vieille chaussette ou une pipe allumée avec des bouts de chic mâchouillés. Le vieil esquimau se met à chantonner en me tournant autour, levant et baissant ses bois au rythme de sa mélopée. J'ai la tête vide et pour la première fois depuis que je me suis réveillé dans la sentine, j'ai plus mal. Mes idées dérivent dans la fumée. L'image de notre capitaine se forme devant mes yeux, toute brouillardeuse. Il est dans son fauteuil, un pistolet et un parchemin devant lui. Je vois une signature au bas de la carte, un F fantomatique. Le capitaine déchire le papier et se force à l'avaler. Soudain, il lève la tête comme si on cognait à sa porte. Les mutins. Alors il lève le pistolet et une fleur de rouge s'épanouit sur le côté de sa tête. Le rêve s'épanouit en fumée blanche. Je vois maintenant un désert de glace. Des hommes dorment sous leur toit de neige, polissent leurs âmes d'os.
chasse le phoque et harponne joyeusement le poisson au ventre mou. Femmes et enfants ramassent des coquillages dans le ventre des falaises fouillées par la marée. Tous ont du respect pour la terre sombre, touchée par les dieux et où les esprits sont les seuls à vivre. Le chasseur le plus audacieux ne s'y aventure pas, et les Angakok qui vont y prier reviennent maigres et faibles comme moi. Mais ce que la terre sombre prend, elle le rend au centuple en envoyant du gibier l'année suivante. Des cris, des monstres de bois poussés par des ailes de corbeaux remontent les chenaux et piègent ceux qui tentent de se carapater. Les monstres à grandes voiles vomissent des nuées d'hommes au teint de cadavres, le visage hérissé d'une barbe dure comme l'écaille, le regard fou. Ils violent la terre sombre de la pointe de leur fer. Beaucoup sont maudits par les dieux, deviennent pâles, crachent leur sang et crèvent. Mais il en arrive déjà d'autres. Leurs yeux sont jaunes et avides quand ils reflètent le fruit volé. Je me réveille en sursaut. Une fille esquimaude veille près de moi. Mes blessures ont été couvertes avec des emplâtres d'algues et je sens sur mes lèvres le goût amer d'une médecine. Le sorcier est accroupi près du coffre ouvert du capitaine. Il murmure des prières. À la veillée, les gars du bord racontaient parfois que ces païens étaient capables d'arracher l'âme d'un bon chrétien et de la faire voler comme l'oiseau pour l'induire en tentation avec des visions du passé d'ailleurs. Je ne sais point si c'est ce que l'Angakok a fait, mais je comprends ce que font le cornu et son apprenti. Ils apaisent les esprits en exorcisant le bateau et la chose maudite qu'il porte dans son ventre. La chose? Quoi d'ailleurs? C'est simple, c'est évident. J'en ai vu des indices partout à bord. Je l'ai sur le bout de la langue. Pour quelle chose notre capitaine, notre second, Cutter et tous les autres se sont entretués. Voilà. Et c'était ça. C'est soit je peux nommer cette chose. Et il me semble que je l'avais lu, ça aussi. Et en gros, si je ne peux pas nommer cette chose, ça se passe vraiment pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a Donc, pour quelle raison est-ce qu'ils se sont tous tués? Un trésor? Ce sera la lettre T. Il me semble qu'on avait évoqué la folie, mais c'était pas la folie. T pour trésor, PQRST. Ça peut être O pour or, hein. Donc, en vrai, or, c'est pas mal, hein. O, P... Les pierres noires, je m'écris. C'est de... comme celle que notre second a cachée en son poing. Jusqu'à la mort. Quand on a dressé le cairn au cap, les gars en ont trouvé des poignées charriées par les glaces. Une grosse surtout, énorme, que notre capitaine garde dans sa cabine. Mettre la barre au nord, c'était pour trouver leur source. La terre sombre des Esquimaux, le Dorado trouvé par Frobisher. L'Eldorado plutôt. Idiot que j'ai été à penser à des dorades. C'est une mine d'or que nos officiers cherchaient. Je vas pour me redresser, mais la fille me force à me rallonger. L'Angakok a repris son rituel pour calmer les esprits, devant le coffre ouvert de notre capitaine. Pour sûr, c'est là-dedans qu'a enfermé l'énorme pépite. Les prêtres racontent toujours la même chose, quelle que soit la religion, alors c'est point dur de deviner ce que marmotte l'Angakok. Pardonnez cette offense et ce vol de vos trésors, ô esprit de la terre. Délivrez de la malédiction les clans qui vivent de la terre sombre. Pardonnez à ces Européens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ou quelque chose comme ça. Bercé par le rythme du chant, je ferme les yeux. J'entends le sorcier parler à l'Esquimaude en appelant par son nom. Il le juque. Je m'endors. Dans mon rêve, je suis un oiseau aux ailes blanches, plane au-dessus de la banquise. Je sens point le froid et les rafales venues de l'océan me poussent vers un point clair qui se balance au-dessus du soleil. Le point grandit, et voilà que c'est un autre oiseau semblable à moi qui vient à ma rencontre. Je me réveille en criant son nom. « Aloïs !» Je cligne des yeux étonnés. C'est comme si le rêve continuait. Loin de la prison du Belargo, je sens l'air sur mon visage. Je vois la banquise défiler. Ilojuk et le sorcier m'ont porté dans un traîneau qu'ils poussent à toute vitesse vers 4 maisons de neige.
De petits bonhommes s'agitent autour d'un nouvel igloo en construction. Avec eux, un homme un peu plus grand, aux habits sombres, aux cheveux plus clairs. C'est lui! Nous allons à nouveau être unis comme les doigts de la main. Comme les doigts de la main. Je complète pour savoir à quel chapitre poursuivre ma lecture. Attention les amis, combien a-t-on de doigts sur une main? Ah la vache, c'est tordu. Ouais, le dorade. Alors le dorade, je l'avais oublié, hein, mais effectivement, c'était logique qu'il n'y avait pas de dorade. Bon, on va peut-être pas non plus faire chercher trop longtemps. Hein. Et du coup, on arrive au chapitre 5, comme les 5 doigts de la main. Bien joué à ceux qui l'avaient. Ah, et je pense que ça ne va plus nous servir, ça. Dernière page du manuscrit. Je tourne la dernière page du manuscrit. Uni comme les 5 doigts de la main. Je n'ai presque plus de quoi écrire maintenant. Je trouve pas les mots pour raconter mes trouvailles avec Aloïs. J'ai la tête légère. Je sais pas si c'est la fièvre ou le revoir vivant. Tu t'en es sorti, Pipe, il me dit. Tu ne peux pas savoir comme j'ai maudit ces fils de chiens quand ils t'ont laissé dans la sentine. Je les ai égarés sur le chemin des mines de Frobisher. La soif de l'or les rendait presque fous. J'ai filé et les Esquimaux m'ont trouvé. Cutter connaît la latitude et la longitude, mais sans moi pour tenir le sextant, ces racailles vont tourner en rond jusqu'en enfer. Et crois-moi, ça m'est bien égal. Ensuite, il n'y a plus que des fragments. Malgré le choc des cultures, les Inuits ont apparemment accepté les 2 Européens. Sont-ils restés vivre parmi eux? Ont-ils survécu à la mort blanche? Une chose est sûre, on ne les a plus jamais revus en Angleterre, pas plus que les mutins du Belargo. Je caresse ma barbe avec satisfaction et je me tourne vers Young, qui lisait par-dessus mon épaule. « Te rends compte, jeune? Tu as conscience que nous venons de découvrir un vrai trésor? »« Oui !» s'exclame-t-il les yeux brillants. « Une mine d'or !» Je secoue la tête, navré. « Non! Un témoignage historique, complet de première main. On a enfin levé le mystère de l'expédition du Belargo. »« Oui, concède Young, mais quand même, tu as lu comme moi. Ces gars ont retrouvé l'Eldorado de Frobisher, cette vieille légende. » Le manuscrit ne donne ni latitude ni longitude. Le capitaine a même détruit les plans. L'épave va être la découverte du siècle, mais oublie les mines, personne ne les retrouvera jamais. Mon compagnon d'infortune fait quelques pas, les yeux fixés sur la neige, à ses pieds. Soudain, il se redresse et claque des doigts. « La pépite du capitaine, Jules !»« Quoi ?» Rappelle-toi au cap, les matelots ont ramassé des débris brillants apportés du nord par les glaces. Relis le manuscrit. Des pépites. Une grosse surtout, énorme, que notre capitaine garde dans la cabine. Elle doit peser des kilos et elle est toujours dans le coffre au fond de l'épave. Je soupire. Le major McReed a eu la même réaction cupide. Et il est mort. Quant à Young, je connais sa manie de rapporter des trophées sans s'embarrasser de formalités. À quoi bon lui rappeler que le 3-mâts appartient maintenant au peuple Nunavut? Et tout son précieux contenu aussi. L'Explorer n'était autorisé qu'à une reconnaissance. Enfin, les 2 Explorers. Je me frappe de front. Les 2 navires envoyés à grands frais. Kate, Loki s'est servi de nous. Nos fouilles sont une façade pour des prospections illégales. Le cartel convoite l'Eldorado de Frobisher. J'ai envie de me coller une paire de gifles. Mais comment ai-je pu être aussi naïf? Retournons à la station américaine. Je soupire. Young ne dit rien. Nous scrutons les alentours, mais le vent a acheminé des nappes de brume sur nous. Difficile de trouver un repère. Là! Mon compagnon pointe du doigt une forme floue agrandie par le brouillard. Le mirage tremblotant à la forme d'un géant dressé. Pour savoir où aller, je me sers de ma tête, de mon équipement et de mon tableau de combinaison. Voilà, donc il faut faire quelque chose avec cette forme de géant dressé. Sachant que, pour rappel, nous avons sur nous
tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons sur nous? Ah, c'est là. Nous avons une barre d'aluminium, un piolet lance-fusée, une boussole, un piolet, un pistolet lance-fusée, pardon, un piolet, un briquet tempête et un canif. Parce qu'on est revenu... On a toujours la boussole. Bah, a priori, oui. A priori, oui. On peut essayer la boussole. Je rappelle qu'on peut utiliser des mots aussi. Mais là, c'est une ombre. Alors, je suis pas sûr qu'utiliser une ombre, ça a un sens quelconque. Mais peut-être, hein. Donc... Tu veux tenter la boussole avec lui? Chapitre 5. Alors, chapitre 4, c'est pas ça que je veux. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas eu. Tu veux tenter boussole plus le bonhomme? Boussole plus le bonhomme, très bien. Alors, je vérifie que le boussole, c'est bien ce symbole-là. J'ai noté les objets, mais en fait, ils ont tous un objet, un truc différent. Oui, c'est bien ça. Ok, et ben, c'est parti. Ma fidèle boussole m'indique que le géant se trouve au nord, dans la direction de l'épave. Avant que je puisse le dire à Young, il est déjà parti à grands pas. Je vais au 34. L'homme de pierre. Le géant se découpe sur un arrière-fond de grisaille. Ce n'est qu'un formidable entassement de roches imitant un homme debout. Un Inuksuk. Les Inuits s'en servent depuis des siècles comme épouvantail pour rabattre les caribous lors des battues d'été, ou comme repère. Le bras le plus long indique en général le lieu habité le plus proche. Eh ben, c'est vraiment un gros tas de pierre, commente Young. Tu as remarqué, John, les bras de cet Inuksuk ne sont que des moignons, comme s'il n'y avait rien, aucun chemin. Je n'ai pas le temps d'achever. Young, averti par son instinct, lève et arme sa carabine d'un seul geste. Je me retourne. Un fantôme gris aux oreilles de loup a surgi de la brume. Son arme toujours levée, mon compagnon crie quelque chose en inuktitut. Je comprends juste quelques mots. Il faut le reconnaître, Young sait se faire comprendre dans tous les dialectes du monde. La silhouette s'approche et rabat théâtralement sa capuche de fourrure. « Hello, Holokut !»« Bonjour !» dit-elle en parfait anglais. « Dites, et si votre ami pointait son arme ailleurs ?» Comme le géant de pierre, les bras m'en tombent. Ce n'est qu'une petite vieille édentée sortie d'un igloo bien dissimulé. Sous sa cape à tête de loup, elle porte des habits modernes et une ceinture où pendent une lampe électrique et quelques gris-gris. Sans doute une des dernières chamanes inuites. Je me confonds d'excuses. La vieille pince les lèvres en nous examinant tour à tour, puis elle sourit et se présente. Elle s'appelle Ilojuk. Ça veut dire « Qui suis ?» précise-t-elle en voyant notre surprise. Pardonnez notre étonnement, dis-je. Nous sommes là grâce à un document vieux de 150 ans et disons qu'une Ilojuk est déjà liée à l'histoire de l'épave qu'on cherche. La vieille éclate d'un rire de crécelle. Nous sommes tous des âmes revenues sur Terre, vous ne savez pas? Jadis, chaque mère récitait à son nouveau-né les noms des morts du clan jusqu'à ce qu'il reconnaisse le sien écrit. Une nouvelle pause théâtrale. Puis la chamane crache dans la neige. Vous autres, Canadiens et Américains, vous ne venez d'habitude que pour voler nos terres sacrées et parfois aussi notre pétrole. Mais vous deux, vous cherchez la chose qui a trois mâts. Les questions se bousculent dans ma tête, mais Young me prend de vitesse. L'épave? Où? Tu veux la voir, mon gars? Alors regarde, n'espère pas la toucher. Et le jeu fait un geste du bras et une bourrasque balaie brusquement le brouillard. Young et moi poussons le même cri. La brume cachait une vallée glaciaire, aux flancs en gradins, veinés de bleu azur et de vert opale. Au fond de cette moraine, au lieu d'une coulée de glace opaque, le sol est translucide. Piégé comme dans du verre, on distingue une forme fantomatique, allongée, brunâtre, encore plantée de 3 tronçons. Le bélargot, figé sous la glace. Derrière une
colonne de fumée s'élève une source thermale dont l'eau cascade jusque dans une faille. C'est de là que provient la brume permanente qui a caché cet endroit au monde et leurre même les satellites. Vous ne demandez pas ce que je fais là ricane Ilojuk. Je suis venu ici à cause de ce bateau. Quand j'étais petite, nos anciens racontaient comment la chose qui a 3 mois, comme ils disaient, était arrivée avec la banquise. Dans son ventre, une pierre volée, dans une terre taboue, une terre des esprits. Les sages chuchotaient à mes jeunes oreilles que 2 jeunes marins étaient là aussi, abandonnés dès lors. Pas peur, il est pas fort. Young et moi échangeons un regard, le mousse et l'aspirant. Un clan les a recueillis, mais une malédiction frappait le monstre de bois. La nature s'est vengée du vol. Les hommes perdaient leur force, les femmes n'enfantaient plus. La source chaude qui donnait la vie à toute la région s'est détournée. Les animaux qui passaient dans la vallée mouraient ou devenaient fous, sanguinaires. Je frissonne en repensant à l'ours polaire qui m'a pris en chasse. D'après les anciens, les 2 marins ont fini par retourner vers leur bateau pour mettre fin au mal. Ils ne sont jamais revenus. La vallée est devenue taboue et les Inuits sont partis. Mais toutes les 12 fois 12 lunes, un clan envoie un Angakok comme moi pour calmer les esprits irrités par le vol de la pierre. Il y arrive, ou il meurt. Et alors je demande. Et alors il meurt rit Lojuk. Je suis la 12e et certainement la dernière. Vous voyez, elle élève ses bras et laisse glisser sa cape dans la neige. Pour la première fois, je vois ses membres maigres, ses flancs creux, sa peau couleur de cendre. La mort blanche. J'ai quitté mon clan et vis loin des grandes villes. Les autres ont oublié et vivent dans des maisons de bois, conduisent des motoneiges, promènent les touristes dans des kayaks en plastique. Je suis venu, j'ai supplié les esprits de lever le sort de la vallée. J'ai presque fini ma vieille map. J'ai presque fini ma veille. Je meurs de la malédiction. J'étais la dernière Angakok et j'ai échoué. C'est alors que Young fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu de lui. Ce baroudeur, ce pilleur de temple, approche et prend avec douceur les mains fanées d'Ilojuk dans les siennes. Jules et moi, nous prenons la relève. Nous serons le 13e Angakok. Là, j'ai presque du respect pour lui. Puis je comprends que Young a sa petite idée sur la fameuse pierre. La chamane remâche la proposition un moment, puis elle se contente de pencher de côté pour cracher à nouveau. Vous vous croyez dignes, vous deux? On va bien voir. Écoutez ce qu'on m'a raconté. Ce que m'ont raconté vos missionnaires quand ils m'apprenaient à lire et à compter. Oui, à lire et à compter. Votre Dieu a, paraît-il, envoyé son fils parmi les hommes. Il devait naître d'une vierge au fond d'une caverne gelée. Des enfants sont venus l'adorer, guidés par l'aurore boréale. Du mythe inuit adapté au christianisme, ou plutôt, c'est le christianisme qui s'est fait à leur mythe. Puis les grands esprits sont arrivés avec des présents pour le fils. Sedna, l'esprit mère, a changé chacun des doigts de sa main gauche en une moule. Malina, l'esprit soleil, et Igaluk, l'esprit lune. Frères et sœurs ont choisi une à une les étoiles qu'ils voulaient lui offrir. Ils en ont apporté autant l'un que l'autre. Mais en chemin, Amaguk, l'esprit loup, maître des fripons, a volé la moitié des cadeaux des 2 astres. Il a bien annoncé son nom au fils avant de déposer une étoile dans chaque moule, comme une perle brillante. Le fils, qui a bien entendu Amaguk se présenter, a compté avant de dire « Et la dernière ?» Alors, Amaguk lui a tendu la dernière étoile au creux de sa patte. Torngazuk est enfin venu, lui qui commande Fok et Cachalot, aussi puissant que tous les autres réunis. Pour que le fils n'oublie pas son nom, il a pêché le baleineau. Combien en a-t-il apporté? La chamane nous met à l'épreuve. Young me jette un coup d'œil en coin et me sourit. Impossible de reculer. J'utilise une combinaison pour répondre. Voilà. Est-ce que ça te paraît clair?
En fait, il y a l'air d'avoir vraiment plein de... Il y a l'air d'avoir... Il y a l'air d'avoir assez peu de pages, mais pas mal d'énigmes. Voilà. Alors, Senna a changé chacun de ses doigts de sa main gauche en une moule. Donc, je suppose qu'il a 5 moules maintenant. Sa main gauche, voilà, il a plus de doigts, il a 5 moules à la place, on est d'accord. Malina et Galuk, frères et sœurs, ont choisi une à une les étoiles qu'ils voulaient lui offrir. Ils en ont apporté autant l'un que l'autre. Bon, on ne sait pas combien ils en ont apporté, mais ils en ont apporté un nombre pair du coup, parce que c'est x2. Même en chemin, Amaguk, l'esprit loup, maître des fripons, a volé la moitié des cadeaux des deux astres. Bon bah du coup, c'est comme s'il y avait qu'un des deux qui avait offert quelque chose. Il a bien annoncé son nom au fils avant de déposer une étoile dans chaque moule comme une perle brillante. Ok, donc il y a 5 perles pour le 5 moules. Le fils, qui avait bien entendu Amagouk se présenter, a compté avant de dire « Et la dernière !» Alors, Amagouk lui a tendu la dernière étoile au creux de sa patte. Bah, il en a volé 6 du coup. Il en a volé 5 qu'il a mis dans les moules et la sixième. Donc il en a volé 6. Donc pour l'instant, ils en ont offert 6 chacun en fait en haut. Torngasuk est enfin venu, lui qui commande phoque et cachalot, aussi puissant que tous les autres réunis. Pour que le fils n'oublie pas son nom, il a pêché le baleineau. Combien en a-t-il apporté? Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Et on est censé trouver une combinaison. Mais voilà. Mais elle a pas vraiment de nom. Est-ce que tu as une idée, Ura? Parce que pour moi, il a 5 doigts moules, donc il a 5 moules, il a une étoile dans chaque, et il a une étoile en plus à côté. Et après, on nous parle d'aller pêcher le baleineau, bah ça, j'ai pas compris. Hein. Il a pêché le baleineau. Combien en a-t-il apporté? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait avec des baleines. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je viens de dire? Parce que t'as les 5 étoiles dans les moules plus une. Est-ce que ça serait 5, 1? Mais ça n'a pas de sens. Et le nombre de baleineaux, moi je sais pas. Hein. Est-ce que tu as une idée Enfin, en vrai, bon, j'ai regardé un truc, mais ah, il y a des indices, j'avais pas vu ça. Bon, bref, on s'en fout.
Tchoum, tchoum. Tchoum, tchoum. Donc on a, je rappelle, Malina, l'esprit soleil, et Gueuluc, l'esprit lune, frères et sœurs qui ont choisi une à une les étoiles qu'ils voulaient lui offrir. Et on sait que Amaguk, l'esprit loup, qui en a volé la moitié, il a bien annoncé son nom au fils avant de déposer une étoile dans chaque moule. Le fils qui avait bien entendu Amaguk se présenter a compté avant de dire « et la dernière ». Voilà. C'est un peu chelou qu'il lui a demandé de se représenter avant de donner l'autre. Mais ce que je peux faire, c'est éventuellement prendre en photo ce passage-là et puis qu'on arrête là. Il y a vraiment, il reste 20 pages avec des énigmes et je suis pas sûr qu'on fasse les 20 pages. Donc je me dis que c'est pas déconnant de s'arrêter là-dessus.